Bonjour, bienvenue dans la traditionnelle vidéo-jeu de Nîmes de fin d'année. Cette année encore, je me prête à l'exercice difficile de vous présenter les 25 jeux qui, selon moi, ont marqué cette année 2023. Je ne vous cacherai pas que ma sélection initiale comportait 45 jeux et ça a déjà été un exercice difficile de la réduire à 25. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans la quintessence de ce qui est sorti en 2023. Je commencerai par les jeux enfants, ils seront suivis par les jeux tout public et enfin les jeux initiés. La vidéo est chapitrée, vous pouvez donc vous rendre dans la section que vous préférez. On y va? C'est parti! La planche des pirates inaugure mes coups de cœur parmi les jeux enfants. Le premier élément craquant de la planche des pirates, c'est toute sa réalisation. Des illustrations qui sont magnifiques, des figurines d'éléphants qui sont en 3D et adorables, et enfin une boîte de jeu qui fait office de pont du bateau. Et heureusement, le jeu est à la hauteur de ses ambitions graphiques. C'est un jeu de prise de risque à la façon Stop ou encore. Vous voyez ces planches de pirates qui se dressent au-dessus de la mer? Imaginez maintenant que ce soit des éléphants que vous mettiez sur ces planches. Oui, oui, oui. Au cours de la partie, et selon son succès, le joueur devra soit avancer son éléphant sur sa propre planche de pirate, soit poser des poids sur la planche de pirate de ses adversaires. Vous imaginez le but du jeu, rester en vie le plus longtemps possible sur sa planche. La planche des pirates était dans la sélection de l'As d'Or 2023 alors qu'il venait juste de sortir. Je pense que le jury a eu du flair parce que le jeu a eu un succès explosif et qui se poursuit encore aujourd'hui. Maurice le dodo est un nouveau jeu qui met encore en scène un dodo. Le dodo, vous voyez, c'est ce fameux oiseau exotique au nez crochu endémique de l'île Maurice. L'année passée, Loki avait édité un jeu qui s'appelait déjà Dodo. Cette année, Blue Orange lui donne un nom, il s'appelle Maurice. Et comme Maurice le dodo est en voie d'extinction, il protège forcément ses œufs avec beaucoup d'attention. C'est pour ça que, lorsqu'il aperçoit un explorateur qui débarque sur l'île, il décide de prendre ses œufs et de dévaler la cascade pour les mettre à l'abri. Comme dans la planche des pirates, la mise en scène participe au plaisir de jouer. La boîte de jeu fait office de nid de dodo et il y a une rampe qui descend de la boîte vers la table. On y pousse dodo qui dévale la rampe avec ses œufs. Les œufs qui ne se retournent pas sont mis à l'abri, tandis que les œufs qui se retournent sont cassés et attirent l'attention de l'explorateur qui se rapproche du nid. C'est donc un jeu qui est plus malin qu'il y paraît parce que la progression de l'explorateur dépend de la couleur des œufs cassés. L'enfant peut donc apprendre à bien choisir la couleur des œufs qu'il transporte à ce tour-ci pour limiter la progression de l'explorateur en cas de casse. Et pour terminer, cerise sur le gâteau, il y a une mini BD dans la boîte de jeu pour expliquer les aventures de Maurice aux enfants. On continue sur la lancée des jeux qui ont une magnifique mise en scène avec les Gardiens des Saisons. L'élément qui est remarquable dans les Gardiens des Saisons, c'est son livre plateau de jeu. Un livre aux pages épaisses, comme des plateaux de jeu. Il y a 4 doubles pages qui représentent des saisons. Et ce qui est amusant, c'est que les petits héros vont pouvoir voyager de saison en saison en passant à travers des portails. Les portails, ce sont en fait des trous dans les pages, et donc si les petits héros se rendent sur un portail, il devient alors possible de tourner la page pour changer de saison. Le but du jeu, eh bien, c'est un jeu coopératif et le but va dépendre du scénario que vous jouez. Il y a 5 scénarios différents, allant de très simple à très riche en rebondissements. La bonne nouvelle, c'est que tous les scénarios sont rejouables, le jeu n'est donc pas épuisé après 5 parties. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'aucun des scénarios n'est facile à gagner, il faudra toujours discuter et faire des bons choix pour aller vers la victoire. Des souvenirs plein le ciel, c'est un jeu au thème poétique. Le thème du jeu, c'est de partir à la pêche aux bons souvenirs que l'enfant a partagés avec ses parents ou ses grands-parents. Le thème n'est pas indispensable au jeu, mais il est l'opportunité d'un habillage de belles illustrations oniriques. Le principe du jeu fait appel à votre mémoire spatiale. Chaque joueur doit réaliser un parcours en 6 étapes sur le plateau de jeu. Pour cela, vous déplacez votre personnage de tuile en tuile. Tant qu'elle ne colle pas, vous pouvez continuer à vous déplacer, mais si votre pion colle par aimantation sur une tuile, alors vous devez vous arrêter et on passe au joueur suivant. Comme dans tous les jeux de mémoire, on commence à tâtons et petit à petit, on mémorise les chemins qui permettent de progresser sans se faire bloquer. C'est tout simple, c'est rapidement expliqué, et comme c'est un jeu de mémoire, le défi sera au moins aussi grand pour les plus grands que pour les plus petits. Encore un jeu d'éditeur Spesco. Super Miaou, c'est une petite boîte en petit format qui peut s'emporter partout. Dans Super Miaou, le but, c'est d'obtenir un chat super-héros, rien que ça. Pour avoir un chat super-héros, il faut d'abord un chat, bien sûr, et puis une cape. Pour avoir un chat, il faut de la pâtée. Pour avoir de la pâtée, il faut des sous.
ou éventuellement être un peu chat-fouin et piquer les cartes des adversaires au lieu de les acheter. Et donc, avec quelques petites cartes de départ, le jeu va consister à ajouter des cartes de plus en plus fortes à votre jeu jusqu'à obtenir la combinaison gagnante du Super Miaou. Les joueurs initiés vont reconnaître le principe du deck building adapté pour les enfants. Si vous ne savez pas ce que c'est le deck building, c'est tout simple, ça consiste à accumuler des cartes de plus en plus fortes dans votre jeu et à vous débarrasser des cartes plus faibles pour avoir un jeu qui est de plus en plus fort. Et Super Miaou, c'est un jeu qui est vraiment très fort. Les Patapouf, c'est aussi un petit jeu pour enfants à partir de 5 ans qui regroupe en fait 2 jeux en un. Dans la première partie du jeu, les joueurs vont pêcher des cartes au centre de la table dans le but de réunir des trios de chiens ou de chats identiques. Chaque trio permet d'ajouter une recrue à votre équipe de boules de poil. Dès qu'un joueur a complété son équipe, tout le monde passe à la deuxième partie du jeu. Et là on change totalement de style et de rythme de jeu. Chacun va envoyer ses chiens et ses chats par pichonnette en direction du pouf qui traîne fièrement au centre du salon. Plus on est proche, plus on gagne des points, et à la fin de la partie, le joueur qui a le plus de points pourra trôner fièrement sur le pouf royal. Pour inaugurer ma sélection de jeux tout public, on va commencer par Trio. Alors, je vais vous le dire tout simplement comme je le pense, si je dois retenir un seul jeu en cette année 2023, ce sera Trio. Alors, par où commencer? Trio, c'est un petit jeu de cartes, avec 36 cartes et une règle qui est toute simple. Au fil des années, les pays asiatiques ont gagné cette réputation d'inventer des pépites de petits jeux aux règles toutes simples. Et l'éditeur Cocktail Games a gagné la réputation de dénicher ces pépites. Le jeu Trio vient donc d'un auteur japonais, édité par un éditeur français et illustré avec un thème mexicain. Alors parlons-en du thème. Trio, c'est un petit jeu de cartes qui n'a a priori pas besoin de thème, mais on peut saluer l'éditeur et surtout l'illustratrice, Laura Michaud, qui réalise un magnifique travail d'illustration. Juste pour le simple plaisir d'avoir un beau jeu. C'était déjà le cas avec Modi Modi et avec Top 10 par exemple. Bon, et le jeu dans tout ça? Eh bien le but, c'est de réaliser des trios de cartes. Bien évidemment, vous êtes contraint par les cartes que vous choisissez. Vous pouvez soit prendre des cartes dans votre main, à condition qu'elle soit la plus petite ou la plus grande carte de votre jeu. Vous pouvez aussi demander à un autre joueur de vous présenter la plus petite ou la plus grande carte de son jeu. Et enfin, vous pouvez retourner une carte au centre de la table. Si les cartes qui sont présentées ainsi forment un trio, vous gagnez les 3 cartes du trio. Et si pas, toutes les cartes retournent dans la main de leur propriétaire. Et il faut donc un petit peu de mémoire et quelques choix tactiques pour réunir les trios nécessaires à la victoire. Trio est un jeu qui m'impressionne beaucoup parce qu'il est universel. On peut le jouer à tous les âges et on peut le jouer qu'on soit un joueur confirmé ou qu'on soit un non-joueur. Je l'ai même vu jouer et apprécié par des gens qui se présentent eux-mêmes comme étant des non-joueurs. Sur les traces de Darwin est un jeu de stratégie pour jouer en famille. La première chose qui impressionne avec les traces de Darwin, c'est waouh, la qualité incroyable de son édition. Les illustrations sont magnifiques, les plateaux se plient comme s'ils étaient des carnets de notes. Un livret décrit l'expédition de Darwin et les espèces animales rencontrées, juste pour le plaisir. C'est beau, c'est en parfaite harmonie avec le thème et c'est vraiment très ergonomique. Dans ce jeu, nous allons faire progresser le Beagle. Le Beagle, c'est le bateau de Darwin. On va faire progresser ce bateau sur le plateau central afin de récolter des tuiles d'animaux de différentes espèces et différents continents, ainsi que des tuiles de scientifiques que l'on rencontre au cours du voyage. Tous ces éléments collectés sont accumulés sur notre carnet. Chaque tuile individuelle rapporte des points ou d'autres avantages, et sur notre carnet, remplir des lignes, des colonnes ou superposer des tuiles rapporte aussi divers bonus. Ce n'est pas plus compliqué que ça, et c'est ce qui explique que Sur les traces de Darwin attire beaucoup les amateurs de jeux de stratégie familiaux. Dorfromantik est aussi un jeu de stratégie familiale. Vous connaissez peut-être déjà Dorfromantik, le jeu vidéo. Ce jeu vidéo, il est assez reposant et on y construit des paysages de campagne avec des villages, des champs, des forêts, des rivières, des voies de chemin de fer. Le jeu vidéo d'ailleurs ressemble assez fort à un jeu de société, on pourrait même croire que la transposition s'est faite dans l'autre sens. Bref, Dorfromantik, c'est un jeu de coopération assez bucolique. On construit un paysage et à tout moment, il y a 3 objectifs à réaliser. Les objectifs peuvent correspondre à des tailles de terrain, comme par exemple des villages ou des forêts, ou à des longueurs de rivières ou de chemins de fer. L'idée, c'est de maximiser votre score à l'issue de la pose de toutes les tuiles.
En fonction de votre score, vous allez peut-être débloquer des nouveaux modules qui vont apporter de plus en plus de variété au jeu. C'est d'ailleurs une nouvelle tendance que l'on appelle les jeux Legacy. Ce sont des jeux évolutifs, parfois sous la forme de chapitres qui s'enchaînent systématiquement, ou parfois encore, comme c'est le cas ici, sous la forme de niveaux qui se débloquent en fonction de vos accomplissements. Vous verrez que d'autres jeux Legacy, d'autres jeux évolutifs seront proposés plus tard dans cette sélection. Quand j'ai découvert le jeu Miller Zoo pour la première fois il y a environ un an, je ne m'attendais pas à être intéressé. C'est un jeu qui est inspiré d'un zoo local au Canada et je me disais donc qu'il ne parlerait pas à grand monde en Europe. Et puis à ma grande surprise, j'ai beaucoup aimé. D'abord parce que le jeu lui-même est très bien fait, mais aussi parce qu'il nous propose un thème qui est courant, mais abordé d'une manière assez peu courante, la vie d'un zoo vue de ses coulisses. Dans Miller Zoo, les joueurs incarnent les membres de l'équipe du Miller Zoo. Notre but est de nous occuper du bien-être des habitants actuels du zoo et de nous préparer à en accueillir de nouveaux. Les animaux ont besoin de soins médicaux, de nourriture, de brossage, de jeux. Chaque jour, il faut regarder quels sont les besoins dans chaque zone et se répartir les tâches en fonction des possibilités de chacun. Ce que j'aime bien dans Miller Zoo, c'est que l'on ressent des choses qui existent très certainement dans de vrais zoos. Chacun doit pouvoir mettre la main à la pâte dans toutes les situations et il faut beaucoup communiquer et s'adapter à tout instant. L'éditeur québécois Randolph est ami avec le scorpion masqué et il s'inspire de ses meilleures recettes ludiques. Dans le jeu, il y a des enveloppes pour enrichir progressivement le jeu avec de nouveaux animaux et de nouveaux défis. Ce qui est touchant, c'est de savoir que le zoo existe vraiment, que les personnages du jeu sont les vrais membres de l'équipe du zoo et que les habitants du zoo ont un petit nom comme dans le vrai zoo. Phantom Inc., c'est un jeu de communication très original qui se joue en 2 équipes. Dans chaque équipe, un joueur est l'esprit et les autres joueurs sont les médiums. Les 2 esprits essaient de faire trouver un mot à leur équipe, le même mot dans chaque équipe. Donc, quand un esprit transmet un indice à son équipe, l'autre équipe va bien sûr tenter d'essayer de comprendre la réponse pour en profiter également. À chaque tour, les médiums posent une question à leur esprit. La question est secrète, mais la réponse est publique et par écrit. Quand l'esprit écrit sa réponse, les médiums de son équipe peuvent l'interrompre à tout moment en faisant « chut, silencio ». Idéalement, ils font le signe dès qu'ils pensent avoir compris la réponse et dans l'espoir que l'autre équipe ne l'a pas encore comprise. On avance ainsi en alternance entre les 2 équipes et à un moment, les médiums peuvent tenter de proposer une réponse à leur esprit et de la même manière, ils vont écrire la réponse à l'esprit qui peut lui aussi les interrompre quand il estime que la réponse n'est pas la bonne. Phantom Inc., c'est donc un jeu d'ambiance et qui me plaît parce qu'il génère une expérience de type spiritisme et qui est assez inhabituelle. Nous poursuivons la sélection avec un autre jeu de mots. Sides est un jeu coopératif. Dans Sides, on tente de faire découvrir un mot à 2 joueurs enquêteurs, ou un seul joueur si on est moins nombreux, et pour cela, on donne des mots indices qui commencent par une lettre donnée. Cette lettre, elle doit être choisie parmi les 2 cartes qui sont aux extrémités de la ligne de cartes au centre de la table. Bien entendu, plus on donne de mots indices, plus on consomme de cartes, et plus on consomme de cartes, moins on trouvera de mots sur la durée de la partie. On essaie donc d'optimiser le nombre de mots que l'on pourra faire trouver et un petit cocorico parce que l'éditeur et les auteurs du jeu sont tous belges, ce qui n'est quand même pas mal une fois. Après la Belgique, on retourne en France, à Paris plus précisément, et on remonte dans le temps, au 19e siècle. Le gang des Pies est réputé car il a fait des toits de Paris son territoire pour piller les maisons bourgeoises. C'est dans cet univers que nous allons jouer au toit de Paris, un jeu à mi-chemin entre tactique et ambiance. Tactique, parce qu'on tente de gagner des butins, de ne pas se les faire confisquer par la police et de gagner des majorités par rapport aux autres joueurs. Mais surtout d'ambiance, parce que le jeu est rythmé par des pauses de cartes en mode stop ou encore. À votre tour, vous allez retourner des cartes de butin l'une après l'autre, de gauche à droite. Certaines cartes vont alerter la police qui va s'approcher de vous de droite à gauche. Votre objectif, retourner des cartes et déguerpir avant que la police n'ait rejoint votre rangée de butin. Est-ce que vous allez être prudent ou audacieux? Selon votre succès, vous allez gagner beaucoup de cartes, ou un peu de cartes, ou pas du tout si vous avez été pris la main dans le sac. Et selon les cas, les autres joueurs pourront aussi se partager une partie de votre butin. Gagner beaucoup de cartes, c'est bien, mais en gagner trop, c'est dangereux aussi. À tout instant, une combinaison de cartes peut déclencher une descente de police qui va vous priver d'une partie de votre butin.
Bref, c'est au rythme de coups d'éclat et de rebondissements que vous allez tenter de devenir le voleur le plus riche, mais probablement aussi le plus chanceux de Paris. Kites est une petite boîte qui enferme un jeu très original. Le thème de Kites, ce sont les cerfs-volants. Maintenir des cerfs-volants en vol, ça n'est pas simple. La traduction dans le jeu Kites, c'est de maintenir des sabliers en écoulement permanent. Comment garde-t-on des sabliers en écoulement? En les retournant régulièrement. Et comment retourne-t-on un sablier? En jouant une carte de la couleur correspondante. Kites est donc un jeu coopératif qui se joue en temps réel. Les joueurs sont obligés de jouer l'un après l'autre et au rythme de leur choix. Quand vient votre tour, vous jouez une carte et vous devez retourner le ou les sabliers aux couleurs indiquées sur la carte. Les sabliers ont des durées d'écoulement différentes, il faut donc communiquer à tout instant et en temps réel sur ce qu'il faut faire et sur ce que l'on a en main. Le rouge est presque vide, je pourrais le prendre, c'est bon. Est-ce que quelqu'un a du jaune? Je n'en ai pas. Vite, vite, vite. C'est expliqué en 30 secondes et c'est un jeu qui est vraiment super addictif. Free to Play, c'est aussi une petite boîte de jeu et avec un contenu très classique, des cartes. Free to Play, il joue à la frontière entre deux styles de jeu, entre jeu tactique et jeu d'ambiance. Il rejoint par exemple Six qui prend ou Skyjo qui mélangent eux aussi les deux styles. Au premier abord, on dirait un jeu de pli classique, mais après une première partie, on découvre rapidement son originalité. Au cours de chaque pli, le but va être de se rapprocher le plus possible d'une carte cible. Le gagnant va remporter toutes les cartes qui ont été jouées, ainsi que la carte cible, et va les classer devant lui par couleur. À la fin de la manche, chaque joueur gagne ses points en multipliant, attention, sa couleur la plus forte par sa couleur la plus faible. Et c'est là toute l'astuce du jeu, c'est que selon les plis, vous aurez parfois envie de gagner la main et parfois envie de la perdre. Il faut donc faire une foule de petits choix tactiques, ce qui rend le jeu très agréable. Et il a tout ce qu'il faut de hasard pour que chacun ait sa chance de gagner. Nekojima est un jeu qui donne immédiatement envie de jouer. En quelques secondes, on devine l'intention du jeu, poser des pylônes et éviter que tout s'effondre. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, un jeu de dextérité et de tactique. Tactique pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes de pose, bien évidemment. Il y a des duos de pylônes avec des cordes colorées qui sont soit courtes, soit moyennes, soit longues. Il y a des dés qui définissent quels sont les quartiers qu'il faut relier avec les pylônes et des cubes qui indiquent quelle est la couleur du pylône que l'on doit utiliser. Et puis enfin, il y a des chats qu'il faut parfois suspendre aux cordes. On peut jouer au choix en coopération ou en compétition. En coopération, on tente de construire au maximum, et en compétition, on tente d'être celui qui ne va pas faire effondrer tout l'ensemble. Nekojima, c'est un jeu d'adresse en bois et qui va amuser toute la famille à tous les âges. Moi qui ne suis pas un grand amateur de quiz musicaux, j'ai adoré Hitster. Apporter Hitster dans une soirée entre amis et c'est vraiment l'ambiance assurée. Si vous connaissez le jeu Timeline, alors Hitster est une sorte de timeline musicale. Au recto des cartes, il y a un QR code et au verso de la carte, que vous ne voyez pas, il y a une année. Lorsque vous scannez le QR code, vous entendez une chanson. Le but du jeu n'est pas de reconnaître l'artiste ou le titre de la chanson, et c'est heureux, mais de pouvoir situer proprement la carte sur une ligne du temps. Si par exemple au début de la partie vous avez une carte 2000 devant vous, alors votre but va être d'estimer si la chanson que vous entendez se situe avant l'année 2000 ou après l'année 2000. Une fois que vous avez fait votre choix, d'autres joueurs peuvent vous défier en posant un jeton sur un autre intervalle de votre ligne du temps. On retourne alors la carte et celui ou celle qui a raison gagne la carte et l'ajoute à sa ligne du temps. Plus on avance, plus on a de cartes sur sa ligne du temps et donc plus il faut être précis dans ses choix. Ce que j'aime bien dans Hitster, c'est qu'il est possible de gagner une partie sans reconnaître une seule chanson. Ceci dit, c'est assez peu probable parce que la grande majorité des chansons sont très connues. En bref, c'est mon premier coup de cœur pour un quiz musical. Passons maintenant au jeu initié et commençons directement par un coup de foudre pour Faroé. C'est fou, moi qui pense toujours qu'on a fait le tour de la question en termes de jeu de cartes, il y a des auteurs qui travaillent sans relâche pour inventer des jeux originaux et Faroé en est un. Et pourtant le jeu est tout simple, au cours de la partie, vous allez choisir et poser 8 cartes, de gauche à droite, tel un voyage d'exploration d'une nouvelle contrée. Les cartes présentent des paysages et souvent un personnage qui fixe un objectif pour le futur de votre expédition avec une récompense à la clé. Et c'est là le côté à la fois original et déroutant de Faroé. Ce n'est pas parce que vous avez déjà aperçu beaucoup de chimères qu'un objectif chimère sera facile à réaliser. Le passé est le passé, chaque carte posée est en fait un pari sur le futur de la partie. Au bout des 8 cartes, on passe au décompte en effectuant le voyage en sens inverse. J'aime Faroé parce qu'il est faussement simple. Sa mécanique est simple, mais chaque choix implique de la réflexion et une certaine dose de prise de risque.
J'aime aussi son rythme dynamique. On pose 8 cartes et on passe au décompte. On peut aussi souligner les illustrations qui sont élégantes et colorées et qui contribuent au plaisir du jeu. Alors soyons clairs, SkyTeam est clairement mon coup de cœur parmi les jeux à 2 de cette année. C'est un jeu de coopération pour exactement 2 joueurs, un pilote et un copilote qui doivent faire, retenez-vous bien, atterrir un avion de ligne. Et le plus dingue, c'est que le jeu est incroyablement immersif alors qu'on ne fait que poser des dés sur un plateau de jeu. Au début de chaque tour, les 2 joueurs peuvent discuter pour s'accorder sur la stratégie à suivre. Mais ensuite, on passe au silence, chacun lance ses 4 dés derrière son paravent, puis pose alternativement un dé sur le plateau. Chaque pose de dés réalise une commande de l'avion. Dans la zone moteur, la somme des dés pilote et copilote va définir l'avancée de l'avion vers l'aéroport. Bien entendu, il faut s'arranger pour que l'avion soit au niveau de l'aéroport au moment où il sera à l'altitude 0. Dans la zone horizon, la différence entre les dés pilote et copilote va définir l'assiette de l'avion. Bien entendu, l'avion ne doit pas partir en vrille et il doit être à l'horizontale au moment où il va toucher le sol. On va aussi poser des dés pour descendre les trains d'atterrissage, pour ouvrir les volets, pour activer les freins et pour dégager l'espace aérien. Et ça n'est que le scénario de base. SkyTeam est un jeu édité par le Scorpion Masqué et comme à l'habitude de l'éditeur, la boîte regorge de bonus. Gestion du vent, gestion du kérosène, gestion de la glace et même un stagiaire à former. Vous pouvez faire atterrir votre avion sur 11 aéroports différents et vivre 21 scénarios inspirés de vraies conditions d'atterrissage. Et le tout a été développé sous la supervision de vrais pilotes de ligne qui ont aidé à rendre le jeu aussi réaliste que possible. Bref, SkyTeam est une réalisation exceptionnelle et super immersive. Spellbook est un jeu édité par Space Cowboys, l'éditeur de Splendor. Et si je fais référence à Splendor, c'est parce que les 2 jeux ont un certain ADN ludique commun. Spellbook, c'est aussi un jeu de construction de moteur ou d'engine building, comme on dit en anglais. Alors, Kezako, au début de la partie, chaque joueur a devant lui 7 cartes sorts. Le hic, c'est que le joueur ne maîtrise aucun de ces sorts et ne peut réaliser que de petites actions par défaut. Au fur et à mesure de la partie, le joueur va collectionner des matérias et les combiner entre eux pour apprendre des sorts. Une fois appris, les sorts vont progressivement remplacer les actions par défaut et booster le rythme de progression du joueur dans le jeu. Le joueur collectionnera plus rapidement des matérias, pourra plus rapidement apprendre de nouveaux sorts et pourra stocker des matérias sur son familier pour gagner des points de victoire. La règle de Spellbook est très simple. Lorsqu'on découvre le jeu avec des sorts du premier niveau de difficulté, le jeu est vraiment très accessible. Une fois qu'on a maîtrisé le principe, on peut commencer à jouer avec des sorts de niveau supérieur et les combiner entre eux pour rejouer le jeu à l'infini. Le jeu devient plus complexe, mais aussi plus riche. On peut aussi ajouter le magnifique travail d'édition et d'illustration qui contribue largement au plaisir du jeu. Caldera Park est un jeu de stratégie qui se joue en simultané sans temps mort. Chaque joueur va construire un paysage qui abrite diverses espèces animales qu'il va tenter de regrouper autour de points d'eau. À chaque tour de jeu, un joueur va choisir une contrainte animale et milieu naturel. Chaque joueur va devoir choisir une de ces tuiles qui contient au moins cet animal et la poser dans le milieu naturel qui correspond. Chacun va tenter de regrouper ces animaux autant que possible autour des points d'eau et de réaliser des objectifs de paysage. Bien entendu, le joueur qui le fera le mieux aura le plus de points de victoire en fin de partie. Lors de la première partie, Caldera Park va donner l'impression d'être un casse-tête solo qui se joue en simultané entre plusieurs joueurs. Mais ça, c'est uniquement la première impression. Avec l'expérience, on réalise que l'on peut apprendre à lire le jeu de l'adversaire et à choisir des contraintes de pose qui vont plus vous favoriser plutôt que les autres. J'aime Caldera Park pour la simplicité de sa règle, pour le côté paisible de son thème et pour les petits défis de pose qu'il génère coup après coup. Comme Spellbook, Roa est aussi un jeu de construction de moteur, ou engine building, comme on dit en anglais. Les auteurs le décrivent en fait comme un board building, parce que le moteur que vous construisez, c'est votre plateau de jeu personnel. Votre plateau de jeu représente un paysage qui est très aride au départ. Et au cours des 12 tours de la partie, vous allez le développer en posant et en superposant des cartes de faune et de flore qui ont des effets variés. Roa, c'est un jeu initié dont la règle tient sur 2 pages. Un sacré exploit de la part des auteurs d'avoir pu épurer une mécanique qui aurait pu être beaucoup plus compliquée. Malgré cette simplicité apparente, le jeu ne perd rien en richesse et je ne me lasse vraiment pas d'y rejouer. Quand Space Cowboys, l'éditeur de la gamme Unlock, inaugure un nouveau genre de jeu d'enquête, on est forcément très intrigué. Et mon diagnostic est « waouh, ça marche ». Dans Perspective, il y a donc 3 enquêtes complètes qui durent chacune environ 90 minutes ou 90 minutes.
Chaque enquête se déroule en 4 actes et au début de chacun, on distribue des cartes au format carte postale équitablement entre les joueurs. Chacun voit ses cartes, mais pas celles des autres, et c'est là que vient tout le plaisir du jeu. Pour résoudre l'enquête, il faudra forcément communiquer, beaucoup communiquer. Les enquêteurs vont devoir décrire leurs cartes, trouver des liens entre les indices et tenter de répondre aux questions de l'acte en cours. Dans l'acte final, on va poser toutes les cartes sur la table et tenter de répondre aux questions finales qui concluent l'enquête. Perspective est un super jeu d'enquête immersif et interactif. Je ne sais pas si vous m'apercevez derrière cette grosse boîte très lourde, je vous parlais de jeux Legacy plus tôt dans la vidéo. Les Aventuriers du Rail Legacy sera forcément le Legacy le plus attendu de l'année. Les Aventuriers du Rail, c'est déjà un classique. Parmi les jeux de société, les Aventuriers du Rail Legacy, c'est une version hyper survitaminée des Aventuriers du Rail. Le jeu propose une campagne en 12 épisodes. Le premier épisode ressemble à un Aventurier du Rail classique, sur une carte dont la forme suggère clairement que l'on n'est qu'au début des aventures. D'épisode en épisode, on va ouvrir de nouvelles boîtes à l'intérieur de la boîte de jeu et on va aller de surprise en surprise. La carte va s'agrandir, de nouveaux éléments de jeu vont apparaître et rendre le jeu de plus en plus original. Mieux encore, il ne sera pas seulement original, il sera unique car le jeu va évoluer en fonction de ce que vous en aurez fait lors des épisodes précédents. Au bout des 12 épisodes, ça fera donc 12 parties qui sont pleines de nouvelles surprises. Et la bonne nouvelle, c'est que le jeu final, votre jeu final, restera jouable à l'infini. Je termine décidément cette vidéo avec des boîtes très grosses et très lourdes. Path of Civilization, c'est un jeu qui est édité par le jeune éditeur belge Captain Games. Ce qui est une sacrée surprise, parce qu'après des jeux comme Tresmo, Sides ou Mixit, on ne s'attend pas à un tel changement radical de registre avec un jeu de civilisation assez initié. Le plus simple pour décrire Path of Civilization, c'est de faire un parallèle avec un autre jeu de civilisation célèbre, Seven Wonders. J'espère que vous le connaissez, et si pas, il faut absolument que vous le connaissiez. Ici aussi, on joue essentiellement avec des cartes, et la partie est ponctuée par des âges qui déclenchent des événements. Les événements sont des conflits ou des progrès qu'il faut réaliser. Mais la comparaison s'arrête là, Path of Civilization a sa propre âme et n'a rien d'une copie de Seven Wonders. Dans Path of Civilization, nous allons traverser l'histoire de l'humanité, de l'Antiquité au temps contemporain et à travers le monde. Bien évidemment, ça signifie une montée significative en puissance sur tous les axes du jeu, la puissance militaire, les développements technologiques, la construction de merveilles, la spiritualité, etc. Le plus jouissif dans Path of Civilization, c'est la mécanique centrale du jeu. On n'est jamais limité dans les possibilités. Au contraire, on aimerait vraiment tout faire, mais malheureusement, choisir, ce sera toujours renoncer. À chaque époque du jeu, vous allez devoir activer la moitié de chacune de vos cartes et même vous débarrasser définitivement d'une de vos cartes. Et c'est terrible. Avec ce genre de dilemme, on devine que les possibilités du jeu sont infinies et je ne vous parle même pas de la quantité pléthorique de cartes qui vont rendre chaque partie très différente. La taille de la boîte et la quantité énorme de matériel qu'il contient peuvent faire peur, mais à l'usage, on découvre que Path of Civilization est finalement accessible. Path of Civilization est donc un énorme jeu, autant physiquement que pour le plaisir d'y jouer. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette sélection. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'aime lire les commentaires, surtout quand ils sont gentils. Tous les jeux que j'ai présentés sont disponibles dans des boutiques de jeux spécialisées. Pensez donc à favoriser les commerces spécialisés pour vos choix de cadeaux ou vos choix personnels. Et bien évidemment, si c'est jeu de Nîmes, c'est encore mieux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.